Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Nathalie et Audrey de chez Grant Thornton avec qui nous allons parler de leur politique RSE, autrement dit responsabilité sociétale des entreprises. Alors, quels sont leurs engagements et comment se traduisent-ils au sein de l'entreprise? Comment font-ils évoluer leurs pratiques en interne et auprès de leurs clients? Ou encore, comment les collaborateurs peuvent-ils prendre part à ces initiatives? Eh bien, c'est Audrey et Nathalie qui vont tout nous dire aujourd'hui. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Nathalie, bonjour Audrey. Bonjour Louisa. Comment ça va? Super Très bien. bien. Alors, pour vous présenter, Nathalie, tu es associée conseil financier et sponsor RSE. Tu vas devoir nous pitcher, mais j'arrive vers toi dans quelques instants. Et quant à toi, Audrey, tu es responsable des projets RH et RSE. C'est ça. On est dans la partie Pitch Me That et forcément le challenge, ça va être pour toi Nathalie de pitcher Grant Thornton en moins d'1 minute 30. Alors, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Et quand tu veux. Donc, Grant Thornton est un cabinet d'audit et de conseil présent en France comme à l'international. Dans le monde, nous faisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 milliards de dollars, présent dans 136 pays. Et en France, nous employons près de 2000 collaborateurs répartis dans 23 bureaux en France. Notre activité est organisée en 5 métiers que sont l'audit, l'expertise conseil, le conseil opérationnel, le conseil financier et le juridique et fiscal. Notre stratégie de déploiement est organisée autour de 4 piliers que sont la people experience, donc tout ce qui va être qualité de vie au travail, la cliente expérience, mais de façon plus récente, nous sommes également présents sur le pilier stratégique, l'innovation et le thème principal de cette émission, la RSE. Écoute, Nathalie, j'ai envie de te dire défi réussi. C'est un bon début. Alors, vous me le disiez au téléphone quand on préparait cette émission, vous recrutez avant tout des personnalités qui ont l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative pour leur offrir des parcours de carrière intéressants. Alors, on va voir les postes disponibles, les profils que vous recherchez, mais on va surtout s'attarder sur vos engagements en termes de RSE. Et pour ça, on passe à J'irai bosser chez vous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire quels sont les postes ouverts aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on recrute sur l'ensemble de nos métiers et partout en France sur des postes assez variés. On va recruter des auditeurs, des consultants en expertise comptable, des consultants en gestion des risques, et ça va regrouper les postes de contrôle interne, compliance, cybersécurité. On embauche également des analystes et consultants en conseil financier, ainsi que des avocats spécialisés en fiscalité ou droit social. Et alors, c'est pour quel type de poste? C'est des stages, des apprentissages, ça recouvre quoi exactement? Alors, on recrute environ 500 personnes par an et parmi ces 500, il y a une grosse part qui est réservée à la fois pour les stagiaires, les apprentis et également les jeunes diplômés qui cherchent un premier emploi. Donc, les 3 types de cas que tu évoquais, Louisa. Et donc là, tu parlais des parcours, c'est vrai qu'il y a différents types de parcours possibles. Vous recherchez quel type de profil? Vous allez à la fois en école de commerce, d'ingénieur, où est-ce que vous vous orientez? Donc, on va recruter en école de commerce, en école d'ingénieur, ainsi que des formations universitaires, que ce soit des masters CCA ou des gestions finance, mais également des avocats. Ce qui va nous intéresser au-delà du cursus qui a été suivi, c'est vraiment la personnalité, quel va être le savoir-être, quel va être le degré d'autonomie et la personnalité du candidat. C'est vraiment le facteur différenciant pour nous. Et alors là, pour parler de la culture d'entreprise, donc là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Audrey, est-ce que tu peux nous dire un mot sur les valeurs au sein de Grant Thornton? Absolument. Alors, on a plusieurs valeurs qui ont été définies et qui sont communes à tous les pays de Grant Thornton à l'international. Néanmoins, je pense que les valeurs doivent vivre avec l'actualité, avec les nouvelles générations. Et puis, celle qui, à mon sens, incarne le mieux l'entreprise aujourd'hui, ça va être la confiance, puisque dans les relations entre les collaborateurs, le management, avec les nouveaux modes de travail qu'on a aujourd'hui, le télétravail, etc., la confiance est vraiment une valeur clé.
Je dirais l'agilité et l'innovation aussi, puisque avec la pandémie et puis d'une manière générale, on doit s'adapter très vite, que ce soit aux épisodes un peu imprévus comme la Covid, mais aussi aux attentes de nos clients, des nouvelles générations, etc. Et puis la diversité, je trouve, nous caractérise bien. Nathalie parlait des différents profils que l'on recrute, mais au-delà de ça, et puis on aura l'occasion de faire un focus dessus tout à l'heure, mais on fait vraiment, on mène des actions dédiées en la matière. Et alors Audrey, au regard des valeurs que tu viens d'évoquer, quelles sont les nouvelles mesures depuis la crise que vous avez pu mettre en place, que ce soit dans votre façon de travailler ou au sein de vos engagements RSE? Alors, dans les nouveaux modes de travail, on a digitalisé pas mal de choses pour pouvoir permettre à nos collaborateurs de continuer à être intégrés correctement. On a eu un séminaire d'intégration qui s'est déroulé les 2 dernières semaines pour accueillir les 200 derniers nouveaux entrants. On a les formations qui se digitalisent et puis d'une manière plus générale, on apprend à gérer le mode de travail hybride entre présentiel et distanciel, que ce soit pour les missions des clients et puis aussi pour maintenir le lien social. Donc on a fait pas mal d'événements à distance ces derniers temps, puisqu'on ne peut plus trop se rassembler pour avoir des moments festifs. Donc on organise des webinaires, des jeux, des quiz, voilà. Et au sein de vos engagements RSE, tu m'avais parlé de réflexion sur des sujets de mobilité, par exemple. Absolument. Je pense que suite au 11 mai, tout le monde n'avait pas vraiment d'être collé serré dans le métro. Donc, on réfléchit notamment sur tout ce qui va être mobilité durable, d'une part, parce que ça fait lien avec les engagements RSE, et d'autre part, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les collaborateurs, justement, pour fuir aussi un peu les transports en commun, même si nous, on le faisait aussi pour plutôt délaisser la voiture. Donc là, on est en train de voir pour étendre notre parking de vélos sur le site principal, qui est celui de Neuilly. Après, Nathalie vous le disait, on a une vingtaine de bureaux en France, donc on essaie de voir aussi ce qui est possible dans les autres bureaux. On a mis en place une plateforme de covoiturage, donc voilà, effectivement, on essaie de vivre avec notre temps et d'évoluer sur ces sujets-là. En tout cas, ça s'étend sur votre politique RSE. Et en parlant de politique RSE, vous avez 5 piliers pour illustrer vos engagements. Nathalie, peut-être que tu peux nous dire un mot général sur ces piliers. Oui, on détaillera effectivement les 5 piliers. Juste pour contextualiser notre démarche, c'est que depuis plusieurs années, on a entamé effectivement une démarche qui portait initialement sur la mixité, qu'on a ensuite étendue à notre politique de handicap et ensuite à la diversité et à l'inclusion de façon générale. Et avec notre changement de gouvernance et l'arrivée de notre nouveau président, on a, comme je le disais tout à l'heure, souhaité en faire un pilier stratégique, et je porte la stratégie RSE au sein du CODIR, donc pour témoigner de l'engagement au plus haut niveau de la RSE. Et effectivement, nous avons 5 piliers qu'on va vous détailler, à la fois en interne, donc 5 engagements en interne, mais également en externe, parce qu'on souhaite être un véritable catalyseur de transformation RSE de nos entreprises. Et justement, pour détailler ces piliers, un des premiers piliers, enfin votre premier pilier, Audrey, c'est d'être un employeur inclusif et bienveillant. Alors j'aimerais te demander quelles mesures sont mises en place pour évaluer la qualité de vie au travail des collaborateurs? Alors, sur le sujet de la qualité de vie au travail, on a un sondage qui est envoyé une fois par mois aux collaborateurs pour un peu prendre le pouls, parfois plus. Par exemple, pendant le confinement, on le faisait toutes les semaines, ce qui nous permettait de vraiment garder le lien avec les collaborateurs, de savoir comment les aider au mieux pendant cette période. Mais d'une manière générale, ça fait 3 ans maintenant que c'est déployé. Donc, tous les mois, on pose des questions aux collaborateurs, soit pour savoir comment ils vont, soit pour qu'aussi puissent contribuer aux actions que l'on met en place au sein du cabinet. Et puis, au-delà de ça, sur tout ce qui est qualité de vie au travail, on organise régulièrement des webinaires, des interventions avec des intervenants externes. Et dans notre premier engagement, il y a le mot inclusion. Alors, est-ce qu'il y a des mesures particulières pour favoriser l'égalité femmes-hommes? Oui, avant de rentrer sur l'égalité femmes-hommes, tu parlais d'inclusion, et c'est vrai que la logique que l'on a souhaité prendre, c'était de ne pas forcément rentrer sur tous les types de diversité, mais déjà d'avoir une culture d'entreprise qui soit ouverte à toutes les diversités, d'où cette notion d'inclusion. Donc la première mesure qui a été prise, ça a été de former le top management, donc en l'occurrence les 100 et quelques
chez nous à qu'est-ce que l'inclusion, qu'est-ce que c'est que d'avoir des biens inconscients, comment faire pour les contrecarrer, et voilà, ne pas être seulement dans une logique de certains types de populations à adresser. Et puis par ailleurs, on a également signé la charte de la diversité qui a une couverture assez globale. Et ensuite, effectivement, donc on a quand même plusieurs actes plus précis, dont ce sujet de la mixité. Pour donner quelques exemples très concrets, donc on a une formation qui s'adresse à toutes les femmes managers et plus chez nous, qui dure 4 jours et qui est vraiment un programme de développement à la fois personnel et professionnel. On a mis en place l'année dernière un atelier sur le marketing de soi pour apprendre aux femmes à se valoriser, aussi bien en interne qu'auprès de leurs clients d'ailleurs. Donc ça a été un beau succès, donc on va probablement le reconduire. Et puis Nathalie notamment travaille également avec le monde en dehors de Grant Thornton, avec nos clientes pour organiser des conférences sur ce sujet-là, et aussi embarquer les hommes. Enfin, pour nous, la mixité ou l'égalité femmes-hommes, c'est pas un combat des femmes contre les hommes, mais l'idée c'est que ce soit assez global. Et puis, ce qui est satisfaisant aussi, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée sur le sujet, puisqu'on a 3 femmes qui avaient suivi justement ce programme de développement réservé aux managers et plus, qui ont créé un réseau interne féminin qui vient de se lancer. Vous avez pu voir les résultats presque immédiatement, quoi. Exactement. En parlant donc d'inclusion, de diversité, il y a aussi la question du handicap. Où est-ce que vous vous situez là-dessus ? Alors, où est-ce qu'on se situe ? On était un peu moins avancé que sur les sujets de mixité, mais néanmoins, on a mis un coup de boost récemment. Donc, on vient de signer une convention avec la GFIP cet été, qui a été officialisée il y a quelques jours maintenant. Et donc, on s'est engagé sur les 2 ans à venir à mener des actions très précises, que ce soit sur le recrutement. Donc, on va passer par des canaux de recrutement spécialisés, par des forums spécialisés, que ce soit dans le soutien de nos collaborateurs qui sont concernés. Donc, on a mis en place des mesures particulières pour aménager leur poste de travail ou compenser leur handicap, en proposant par exemple des jours d'absence autorisés de manière un peu plus souple, etc. D'une manière générale, la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap approche à grands pas. Donc, on va faire une grosse opération de sensibilisation avec beaucoup de conférences et d'activités aussi ludiques pour sensibiliser tous les collaborateurs à, même si on n'est pas touché, pouvoir se comporter correctement, j'ai envie de dire, avec une personne en situation de handicap. Et puis surtout, c'est quelque chose de collectif. Donc, on a constitué un réseau de référents qui couvre nos différents bureaux et nos différents métiers pour nous aider à relayer toutes ces actions en faveur du handicap. Et tu as commencé à y répondre tout à l'heure en parlant du réseau féminin qui avait été créé par vos collaborateurs. Mais alors, est-ce que c'est possible pour les collaborateurs de proposer des initiatives ou de former des groupes de travail, par exemple ? Oui, absolument. Enfin, c'est vrai pour la diversité, mais c'est vrai pour tous les sujets RSE et même au-delà, d'une manière générale. Mais pour donner un exemple très concret, l'année dernière, on a organisé un budget participatif dédié au sujet RSE, donc un peu à l'image de ce que font les communes, type la ville de Paris ou autres, où les collaborateurs pouvaient proposer des actions sur une plateforme dédiée en ligne. Et ceux qui n'avaient pas d'idée d'action, ou même ceux qui en avaient d'ailleurs, pouvaient voter pour les actions qui leur plaisaient le plus, et nous, on s'engageait à les réaliser. Et donc, ça aboutit sur différentes actions, que ce soit du soutien d'associations, des collectes de vêtements, la suppression des gobelets en plastique ont été remplacés par des mugs. Il y a eu vraiment un panel assez varié d'actions qui ont été réalisées. Tu viens de me faire toute ma transition en parlant des gobelets en plastique, puisqu'on va parler du 2e pilier. Nathalie, je viens bientôt à toi parce qu'on va évoquer le 3e pilier. Mais le 2e pilier, votre 2e pilier, c'est d'être un cabinet éco-responsable. Alors, quelles sont vos initiatives en interne, mais aussi en externe ? Alors, pour commencer par l'interne, là aussi, on a eu beaucoup de demandes de la part des collaborateurs, à la fois via les sondages qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on envoie régulièrement, de manière mensuelle, et puis via ce budget participatif RSE.
Donc, il y a la thématique des déchets dont on s'est saisi. Donc, notamment, on l'a dit, déchets plastiques, on a supprimé dans la mesure du possible, enfin, en tout cas sur les bureaux les plus importants, tout ce qui était gobelets en plastique, etc. Mais il y a aussi les déchets qu'on ne voit pas, notamment tout ce qui concerne le numérique. Donc, on a organisé des conférences sur le numérique responsable. On a aussi fait des opérations avec notre restaurant d'entreprise pour le site principal à Neuilly sur le gaspillage alimentaire, etc. Et puis, il y a un sujet qui est en fait la part la plus importante pour une société de services comme la nôtre, qui est la mobilité. Donc, voilà, on est vraiment sur le pont pour inciter les collaborateurs à utiliser des mobilités douces. Donc, on a déjà parlé du dispositif pour les vélos, de notre plateforme de covoiturage. Là, on va appliquer sous peu le forfait mobilité durable pour inciter les collaborateurs à venir à vélo, et puis agir aussi sur les déplacements professionnels, surtout que maintenant, ça fait depuis le mois de mars que tout le monde est très habitué à la visioconférence. Oui. Donc voilà, essayer de limiter les trajets en avion. Les trajets. Et alors, est-ce que pareil, hein, pour ce deuxième pilier, tous les collaborateurs peuvent-ils prendre part à ces initiatives éco-responsables ? Absolument, soit en nous proposant leurs idées via les sondages, soit en participant au budget participatif, ou de manière générale, on est assez à l'écoute de ce que nous proposent nos collaborateurs. Ça fait... voilà, c'est une politique qui s'est structurée de manière assez récente, donc on s'appuie bien sûr sur la volonté de nos collaborateurs et des candidats aussi. Et c'est-à-dire que vous les sensibilisez au quotidien ? On les sensibilise assez régulièrement, soit par des conférences. À titre d'exemple, on a fait intervenir l'association Zero Waste Paris l'année dernière, ou par des événements. Donc, on a fait intervenir des magasins qui font de la vente en vrac. Et puis, au-delà de ça, on a des pages dédiées sur notre intranet, et on essaie d'avoir dans notre newsletter à minima une fois par semaine un article sur ces sujets-là pour effectivement les sensibiliser, que ce ne soient pas des actions ponctuelles, mais que ça fasse vraiment partie de la culture d'entreprise. Et en complément, peut-être, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, on a un responsable, un associé qui est responsable d'un périmètre, qui va être le relais dans chacun des métiers et dans chacune des régions. Et très régulièrement, on organise des échanges, qu'ils soient ascendants ou descendants, de façon à partager sur ces thématiques. Sur ces thématiques, sur ces bonnes pratiques. Nathalie, le troisième pilier, c'est d'être un acteur de l'économie ouvert sur la société. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire faire des actions notamment en faveur des populations les plus vulnérables. Donc, on va organiser effectivement des partenariats écoles-entreprises dans des bassins d'emploi. On va également organiser des actions de mécénat ou des opérations caritatives. On va organiser également, par exemple, des collectes de cravates avec la collecte solidaire. Donc, voilà, c'est ce type d'action qu'on va mener. Et effectivement, notre démarche est récente, et je dirais que c'est le pilier sur lequel on est peut-être un petit peu le moins avancé. Alors, on va passer au quatrième, qui est d'être un tiers de confiance au service de l'intérêt général. Pareil, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cet engagement ? Donc là, je dirais que c'est intrinsèque à notre activité. On s'assure que dans notre relation d'affaires, on met en place toutes les bonnes pratiques, que ce soit en termes de code de déontologie, que nos parties prenantes appliquent également un code de bonne conduite. Nos conflits checks sont vraiment très, très organisés. Donc voilà, on applique, on met l'éthique réellement au cœur de la conduite de nos missions. Et pour étayer un peu plus le cinquième et le dernier pilier, c'est d'être un catalyseur de transformation RSE. Alors déjà, est-ce uniquement une politique interne ? Non, effectivement, on fait énormément de démarches en interne, mais on considère que nous, en tant qu'entreprise, nous avons un message, et nous devons porter ce message auprès de nos clients. Nous avons effectivement énormément de clients, donc on doit sensibiliser, avoir les bonnes postures et les bons dialogues avec nos clients, et également adapter notre offre de services de façon à répondre à leur thématique.
Par exemple, on est en train de lancer les due deals ESG parce que de plus en plus de fonds ou de corporates souhaitent pouvoir faire des due diligence sur ce sujet. On est en train de développer une offre d'achat responsable parce que les acheteurs souhaitent effectivement avoir une démarche qui soit RSE. On est en train de réfléchir, typiquement, moi je fais beaucoup de missions de due diligence financière sur qu'est-ce une transaction équitable. Donc, on réfléchit au partage de valeurs. Donc, effectivement, on s'acculture, mais on essaye également d'acculturer nos clients. Donc, ça veut dire que vous travaillez aussi avec des parties prenantes externes? Oui, tout à fait. On se fait accompagner pour effectivement travailler et réfléchir notamment sur les sujets de code de conduite. Et là, tous nos fournisseurs sont en train de signer notre code de conduite. Audrey, est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais rajouter au regard des 5 piliers que l'on vient d'évoquer? Je pense que s'il y a un message à retenir pour les personnes qui regardent cette émission, c'est qu'il y a vraiment une forte volonté du cabinet d'intégrer les enjeux aussi bien sociaux qu'environnementaux dans notre activité. Et ça, je te coupe, Audrey, mais tu vas pouvoir nous préciser tout ça dans la dernière partie, dans le last but not least. Mais au regard de ces 5 piliers, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on précise? Je pense que On a fait un Nathalie bon tour. a dit beaucoup de choses. Simplement pour ajouter, c'est au-delà de Grant Thornton France, il y a vraiment une dynamique d'un point de vue international et notre CEO international soutient vraiment tous ces projets-là. Donc ça fait partie d'un projet d'entreprise global. Et puis, voilà, c'est notre manière à nous de contribuer aussi aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, c'est sûr que c'est une émission assez courte pour entrer dans le détail, mais j'espère que ça aura donné un bon Ça donne un aperçu beau de ce que l'on peut faire. déjà de tout ce qui a été mis en place. Il nous reste quand même 3 minutes ensemble, il y a des choses à dire. Et pour ça, on passe au last but not least. Alors là, il nous reste 3 minutes ensemble, c'est un peu votre carte blanche. Alors, quel est votre dernier mot au regard de ce que l'on vient d'évoquer, ou vous avez peut-être envie d'ajouter d'autres choses? Alors peut-être avant de conclure, ce que l'on souhaite dire aussi, c'est que toute cette dynamique reste finalement assez récente par rapport à l'âge du cabinet. Donc on compte aussi sur les nouvelles générations, à la fois nos collaborateurs et ceux qui vont nous rejoindre par la suite pour nous aider à faire bouger les lignes. Donc on est tout à fait ouvert à de nouvelles idées et surtout on prête beaucoup d'attention aux collaborateurs qui sont motivés par ces sujets-là. Nathalie, ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est comme le disait Audrey, on a besoin de ces échanges avec les étudiants et d'ailleurs on fait notamment avec les SIEG une étude sur des thématiques propres à la RSE. On a vraiment un champ d'expérimentation qui est énorme. À titre d'exemple, on est en train de monter le club des responsables de développement durable à Neuilly en accord avec la ville de Neuilly et les très grandes entreprises qui sont basées sur Neuilly. On a signé le Global Compact, on fait des clean-up walks, on a énormément d'initiatives qui sont initiées par nos équipes et je trouve qu'on vit un véritable moment où on peut avoir un impact positif à la fois sur la société et sur notre environnement. Donc, je pense qu'il faut profiter de ce moment. Bon, chez vous, vous avez tous les arguments en main maintenant pour intégrer ou en tout cas participer à ce qui se passe au sein de Grant Thornton. Et si vous voulez retrouver en attendant toutes les offres, vous pouvez aller sur jobteaser.com ou sur le site carrière de Grant Thornton en tapant careers.grant-thornton.fr. Audrey et Nathalie, un grand merci d'avoir participé à ce live et de nous avoir ouvert une petite fenêtre sur ce qui se passe dans vos locaux. Merci Louisa. Merci Louisa. Et d'ailleurs, je parlais de locaux. Je pense que le meilleur moyen, c'est effectivement de découvrir l'esprit de GT en vidéo. Super, et ben voilà. Et ben encore un grand merci à toutes les deux. Et chez vous, on vous laisse sur cette petite vidéo qui va vous permettre de découvrir un petit peu plus la culture d'entreprise et les locaux par la même occasion. À très bientôt, Audrey et Nathalie. À bientôt. Au revoir Louisa. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt.
Donc chez Grant Thornton, en fait, ce qu'on va chercher ou ce qu'on va livrer déjà, c'est une expérience professionnelle de qualité. Et c'est aussi, au-delà de ça, délivrer du savoir-être. Moi, je suis rentré chez Grant Thornton maintenant il y a 20 ans. Donc j'ai fait toute ma carrière professionnelle au sein de ce groupe. J'avoue que j'en suis assez fier. Mais si je suis resté aussi longtemps, et je compte aussi rester quand même encore quelques années, c'est parce que j'y ai trouvé finalement toutes les composantes d'une vie professionnelle extrêmement riche. J'ai rejoint Grant Thornton parce que je savais qu'ici je ne serais pas qu'un numéro. En plus, j'ai la chance de travailler dans une équipe jeune, dynamique. Je vais avoir la chance de couvrir différents sujets tout au long de mes missions et en plus pouvoir évoluer assez rapidement. J'y ai trouvé une multiplicité de métiers, j'y ai trouvé une expérience internationale, parce que j'ai eu la chance de pouvoir partir travailler 2 ans à Londres chez Grant Thornton, donc ce qui m'a permis vraiment des échanges avec le réseau, avec des profils, des cultures différentes, et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. C'est très très gratifiant puisqu'on a des responsabilités, on mène le travail à bien soi-même, on peut avoir une équipe, donc en fait c'est, on va dire, un cercle vertueux. On apprend aux plus jeunes et on apprend des autres. Et je trouve que c'est ça l'épanouissement en fait, travailler ensemble. Grant Thornton pour moi, ça représente la diversité. C'est la diversité à la fois des missions qu'on réalise, mais également des clients qu'on conseille. Et c'est aussi la diversité des collaborateurs. Chez Grant Thornton, nous avons la chance d'avoir des équipes jeunes, dynamiques et soudées. Et c'est des éléments qui sont vraiment très importants pour moi. J'ai la chance d'avoir un portefeuille de clients relativement varié. Et c'est ce portefeuille varié qui m'intéresse et qui rend mon quotidien un peu différent chaque jour. Tout ça pour dire en fait que Grant Thornton, c'est un peu tout ça. Mais au-delà de ça, c'est aussi un système de valeurs très important pour nous, qui s'appuie d'une part sur la bienveillance. Parce que la bienveillance, ça permet effectivement d'intégrer des gens différents, des gens débutants qui doivent apprendre, et ils doivent apprendre dans la bienveillance. Parce que le début de carrière, c'est extrêmement structurant et ça doit se faire dans les meilleures conditions possibles. On nous confie de nombreuses missions, des tâches très variées et on est très vite intégré dans l'équipe avec des associés très présents et très accessibles. Pour moi, Grant Thornton, c'est le partage des connaissances avant tout. On peut arriver très jeune en sortie d'école et avoir tout à découvrir, et les managers et l'encadrement, la hiérarchie nous permet de nous développer très très vite. C'est le partage également de moments personnels, que ce soit dans les temps de pause au travail, mais également des événements extérieurs. C'est aussi un peu pour ça que j'anime aujourd'hui la fonction de direction du capital humain chez Grant Thornton. C'est pour porter haut ces valeurs, pour les emmener encore plus loin, pour continuer à innover. On a fait beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup de choses à faire. Et ce qu'on souhaite le faire, c'est le faire avec les meilleurs. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'attirer les meilleurs talents chez Grant Thornton. C'est pour porter plus loin et plus haut la marque qui nous est chère.